Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, c'est l'heure du podcast Mindset by Vince. Get ready, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mon nom est Vincent Leclerc. Comme vous avez pu le voir avec Olivier Monin, mon premier invité que j'avais eu sur ce podcast, eh bien, j'ai décidé de remettre le couvert. Cette fois-ci, on est en extérieur, c'est un petit peu frais, c'est pour ça qu'on a gardé la doudoune. Je suis avec une personne, comment je qualifierais cette personne? Une personne assez extraordinaire par sa taille, parce que c'est une géante. Il faut vraiment dire, bon, vous allez la découvrir, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Josette Khalifa. Salut Josette, comment tu vas? Salut Vincent. Merci de cette présentation élogieuse et généreuse. À ton image, à ton Oh, image. à mon image, écoute, Voilà. Josette, j'ai envie de te dire, ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus d'un an et demi maintenant, Ouais. presque 2 ans qu'on se Ouais, connaît. presque 2 ans. Et j'aimerais qu'on parle de toi, qu'on apprenne à te connaître. Qui es-tu? Josette Khalifa, c'est qui exactement? Alors, Josette Khalifa, je peux dire que j'ai eu plusieurs vies. J'en ai eu au moins 2. OK. J'en ai eu au moins 2. Une de 0 à 35 et ensuite, à partir de 35, on va dire ma vie d'aujourd'hui qui se poursuit, etc. Donc, de 0 à 35, je suis une petite nana ordinaire, de parents, on va dire, issus d'un milieu ordinaire, populaire, maman, femme de ménage. Je suis née en France. Bon. Après, l'intérieur, le côté famille, c'était un peu chaotique au niveau, surtout de l'entente avec de mes parents entre eux déjà. Hein, Mais juste avant que tu me parles de l'entente de tes parents, Oui. donc, t'as quel âge exactement? Si je peux me permettre, hein, parce que j'aime bien poser des questions un peu indiscrètes. J'ai 72 ans. C'est incroyable. Je suis née en 1953 C'est et j'ai fantastique. fêté le 3 avril dernier, j'ai fêté mes 72 printemps. 72 printemps, t'es fantastique. Donc, 72 printemps, il faut, bon, les gens te voient pas parce que là, on est assis, on discute ça. Oui. Je On se suis une qualifie. géante de 1m40. C'est ça. Est-ce que on dit personne de petite taille? Oui. Aujourd'hui, on dit personne de petite taille. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on parlait de nains. Ouais, OK. Voilà. Et je crois que dans l'image, alors, je veux pas offenser les personnes de petite taille parce qu'elles se sont battues justement parce que le nanisme et le nain, c'était lié vraiment à beaucoup de discrimination, Oui. de mythologie aussi, d'horreur, Tout à fait. etc., etc. Donc ils ont transformé, mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est resté le nain quand même. OK. Hein, voilà. Et quand on te désigne, et quand j'étais enfant et encore aujourd'hui dans la rue, c'est regarde la naine. Hein, Et dans les années 50, 60, c'était pas facile. ouais, c'est quelque chose qui est spécial parce que donc tu me disais que tu as eu on va dire une vie qui était segmentée, Oui. dirons-nous, donc une enfance. On en avait parlé déjà parce que c'est ce que tu présentes dans ton spectacle. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Oui. T'as une enfance qui est pas simple, on va le dire. Qu'est-ce que tu considérerais comment t'expliquerais ton enfance? C'est une enfance, on va dire, c'est là où, avec le recul, avec l'âge, avec la sagesse, on arrive à faire la part des choses. On peut pas dire que mon enfance était malheureuse, mais c'est moi qui l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai j'ai appris ça aussi, c'est que j'ai deux autres sœurs. J'ai 3 autres frères et sœurs d'un autre côté parce que mon père a entretenu 2 familles pendant 25 ans. Et on n'a pas du tout les mêmes mémoires, on n'a pas du tout les mêmes souvenirs, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. Et ça dépend de la position, je veux dire dans l'ordre hiérarchique de la famille, de l'aînée à la plus jeune. Toi, Moi, je suis au milieu. T'es au milieu. Je suis au milieu de la première famille de mon père et de ma mère. Et puis, paradoxalement, j'ai eu donc 3 frères et une sœur, demi-sœur, donc d'un autre côté, et qui ont à peu près le même âge. C'est-à-dire qu'à 1 an d'écart, à chaque fois, il y avait un enfant d'un côté et l'autre. Et c'était très compliqué parce que, bien sûr, bon, voilà, après, c'était des disputes, de la violence, des coups. Mon père était violent, était un homme violent, hein. Ma mère était une femme battue. Et donc, ça a été chaotique à ce niveau-là parce qu'on peut pas se construire dans un environnement, on va dire, aussi dégradé. Et en même temps, on peut se construire On quand peut même se parce que construire. t'es quelqu'un de résilient. Oui. Je le dis, on va en parler, c'est son spectacle parce Oui. c'est ça aussi. Il y a l'élément, on va dire, pour moi, a été déclencheur aussi pour cette interview. Mais on peut se construire, c'est-à-dire on est capable de rebondir parce que le fait de ce podcast aussi, c'est de parler de la résilience, du mindset, l'état d'esprit. Oui. Oui. C'est pour On ça peut que sortir de situations Oui. complètement folles. Oui, c'est pour ça que je dis que
finalement, je peux dire que de mon point de vue, tel que avec ma sensibilité qui n'est pas celle de mes frères et sœurs, j'ai pu penser que c'était totalement chaotique et complètement destructeur. Et en fait, je me suis rendu compte que en prenant point par point, il y avait quand même des choses assez extraordinaires qui m'ont été transmises. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid, on m'a jamais battue. Ma mère était une femme, on va dire, elle s'est occupée de moi, elle m'a soignée. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 13 ans. J'ai jamais porté de bonnet d'âne. Donc c'est tout ça. Et ma mère était une femme en même temps, on va dire humiliée, soumise, et pour moi c'était une perdante. Et en même temps avec un courage, une force et une résilience sûrement, Ah hein, ben, c'est, oui, oui, oui. énorme. Et je crois que c'est de ça dont finalement je suis faite, c'est de ce mélange, on va dire. Alors, ça m'a pris du temps quand même de démêler, de me défaire, ben, d'un vrai manque, on va dire, de structure et d'amour avec un A majuscule, de parents aimants. Euh, Dans les années 50, moi, mes parents sont juifs originaires d'Algérie. On élève les enfants à la va comme je te pousse, quoi. C'était pas comme aujourd'hui, hein. C'est pas l'enfant roi, Ouais. c'est pas, ça a Bon, rien ça, à voir. c'est un autre débat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi. Pour ma mère, il n'y avait pas de problème, quoi. Hein. On mangeait, on dormait, on allait à l'école. Ouais, vous étiez vivant. On était vivants. Donc, voilà, c'est après et c'est vrai que par rapport à ma taille, il faut savoir quand même que dans les années 50 justement, et notamment en Afrique du Nord, mesurer 1,50 m, c'est courant. Ah Hein. bon? Bah oui, les gens étaient petits à l'époque. OK. Quand on regarde même en France, hein, je veux dire, les hommes, c'est 1,70 m, c'était très grand. OK. Et on a eu bah, les gens ont commencé à grandir de manière exponentielle à partir des années 70, quoi. Hein. On a sûrement mangé de la soupe. Ils ont, alors, peut-être qu'ils ont mangé plus de soupe, j'en sais rien, mais il y avait quand même une culture. C'est comme les voix. Je sais que je m'intéresse beaucoup à la voix, et j'ai pas la voix de mon époque. Pendant très longtemps, j'ai entendu que je n'avais pas la voix de mon époque. Les voix d'aujourd'hui sont plus aiguës, sont plus. J'ai une voix finalement. J'ai vraiment la voix d'une époque antérieure à ma naissance. D'accord. Donc, en gros, on va parler de la voix VOIE et la voix VOIX, Ouais, parce qu'il ouais, y a, ouais, c'est la voix. c'est- Donc, on va pas, je vais te proposer qu'on bascule sur la deuxième partie de ta Oui, vie, parce que oui, dans ton spectacle, oui. dont on parlera tout à l'heure, quand je dis tu fais l'éloge, tu en parles beaucoup, tu nous expliques ton histoire, et ça fait partie de ton spectacle. On va pas spoiler ton spectacle, on va faire ça comme ça, on va pas spoiler ton spectacle. Absolument. Et donc, deuxième partie de ta vie, justement, la chanson. La La chanson. chanson, la voix, parce que Voilà. là, moi, bon, je te connaissais donc je connais notre amie Josette depuis l'association des conférenciers professionnels dont je fais partie, et je t'ai vu la première fois, tu avais chanté sur scène au travers d'une présentation que tu avais fait, et quand on voit ce petit bout de femme, je me permets de dire, Oui, ce oui, petit bout oui, de oui. femme qui a une voix qui explose tout. Là, on se dit, attends, ça vient d'où cette histoire-là? Et je me rappellerai toujours d'une anecdote, c'était lors d'un événement Préventica où il y avait des gens dans le public et tout, tu t'es mis à chanter parce que ça fait partie de ton spectacle. Et j'ai vu une dame qui a complètement gelé et qui se posait la question d'où venait cette voix. C'est quoi cette passion de la chanson que tu as? Alors, on va dire que c'est voilà, c'est le début de ma deuxième vie, on va dire, hein, parce que en fait, j'étais en questionnement hein, par rapport justement parce que j'ai eu la chance d'avoir un enfant à 25 ans et il a grandi. Enfin, jusqu'à 5 ans, tout va bien. Hein, c'est quand on commence à les mettre à l'école que ça se complique. Ouais. Parce qu'il y a l'éducation, parce qu'il y a les profs, parce qu'il y a les maîtresses, et qu'il y a le jugement de la société. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que il n'était pas dans les clous. Il était pas dans les clous parce que il acceptait pas l'autorité. OK. Voilà.
Et il était déjà traité de prédélinquant. On OK. me disait que j'étais trop petite et que j'arriverais pas à le préserver de la délinquance, qu'il allait me manger la soupe sur la tête, etc. Enfin, j'ai eu tout ça quand même, hein, le corps enseignant, hein, je veux bien dire ça. On m'a refusé à l'école normale parce que je voulais être inscrite parce que j'étais trop petite. Du point de vue de l'autorité, je n'aurais pas eu d'autorité sur les enfants OK. du haut de mes 1,40 m. Bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, avec le recul que j'avais de ma propre histoire, de mon environnement familial, j'ai commencé à m'interroger quand même sur qu'est-ce que c'est que d'être parent, comment je vais pouvoir offrir à mon enfant autre chose que simplement le remettre dans le moule et de faire tourner, on va dire, la roue Ouais. du destin. OK. Voilà. Donc j'ai commencé à m'interroger. J'ai suivi des séminaires, beaucoup de séminaires sur la relation adulte-enfant. On parle aujourd'hui de communication non violente. Moi, j'ai suivi Carl Rogers, Thomas Gordon, Oui. etc. Et là, à la fin d'un stage, j'ai ce jeune homme, ça aurait pu être toi, qui me dit oh, t'as une voix intéressante, tu pourrais la travailler. Moi, je me dis, oh, tu sais, j'ai vraiment d'autres choses à faire que d'aller travailler ma voix. Et là, il me convainc, il me dit, mais tu sais, on travaille pas sa voix pour devenir chanteur, on travaille sa voix parce que la voix, c'est C'est le moyen d'expression. c'est un mode d'expression. Puis la voix, c'est toi, c'est à travailler ta voix, tu vas découvrir plein de choses. Je t'invite. Et là, on va dire que je suis tombée dans la marmite. Pour le coup, c'est moi qui suis tombée dans la marmite. Et j'ai découvert un univers que j'ignorais totalement. Je me suis entendue et j'en revenais pas. J'en revenais pas parce que j'étais immense. Ça veut pas dire que je suis pas Calas, hein, je suis pas en train de dire ni Céline Dion. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, dans l'image que j'avais de moi, je me sentais tellement rétrécie. Quand j'ai entendu ma voix, j'ai entendu que c'était beaucoup plus que ça. Et je veux dire aux gens qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est. Ce qui m'amène à justement ce côté spectacle. Oui. Donc, il y a quoi, ça fait 1 an maintenant, à peu près? Oui, avec comment je suis devenue une géante. Voilà, donc il y a 1 an, tu as décidé ça fait longtemps que tu te cherchais, Ouais. on en a déjà discuté. Ouais. On se cherche beaucoup en tant que conférencier, on sait pas trop où mettre les pieds, on a un sujet qu'on traite, on réessaie des choses, et à un moment, on tourne en rond, et là, toi, t'as eu la chance, je veux le dire, de travailler avec un homme incroyable. Exceptionnel, Jean Sommer. Jean Sommer, Voilà. qu'on salue d'ailleurs. Et là, avec Jean, vous écrivez ce fameux spectacle. Ouais. En quelques mots, c'est quoi? Alors, déjà, c'est aussi l'histoire de ma vie, c'est des rencontres. Voilà, c'est une rencontre avec Jean Sommer. Il lit mon livre, qui s'appelle La Réparation. Et peu de temps après, il me dit, Josette, je t'ai écrit un texte. T'en fais ce que tu veux. Voilà. Ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie, parce que j'ai vu en toi quelque chose de beaucoup plus grand. Et voilà, c'est sans prétention. T'en fais vraiment ce que tu veux, ça t'appartient. Je lis le texte, je me dis, putain, c'est génial. Et donc, j'ai décidé vraiment de tout donner. Et je suis devenue, parce que dans la chanson, j'ai fait 25 ans de chansons, je suis une grande interprète, je peux le dire aujourd'hui. Mais j'ai jamais écrit de chansons. Ouais. Et je suis très fière d'être aujourd'hui l'interprète, on va dire, de Jean Sommer dans cette magnifique conférence spectacle. Et je me régale. Et parce que on va dire que grâce à ce chemin que j'ai fait, hein, parce qu'évidemment quand j'ai découvert la voix et tout ce que ça faisait, on va dire, écho en moi, oui. J'ai continué pendant 7-8 ans, hein, de manière très très intensive. Et j'ai compris que c'était la scène. Voilà. Ma place, c'est la scène. Voilà. Quand je suis sur scène, alors au début, j'avais un peu, ouais, c'est égocentrique, ouais, j'ai un ego dingue, j'aime bien être devant, quoi. Et est-ce que c'est un ego de vouloir se présenter devant un public puis d'aimer le public? Ah, est-ce que c'est d'être égocentrique? Non, mais disons qu'il faut être un minimum un peu exhibitionniste quand même. Voilà. Ouais, j'ai ma petite sœur, par exemple, qui me dit... Je te challenge là-dessus. Je suis pas assez exhibitionniste pour monter sur scène. Ah, je te challenge là-dessus, j'ai envie de dire, faire de la scène, parce que ça fait quelques années que j'en fais aussi. Oui. Et
bon, il y a ce côté vouloir être avec le public, ça veut dire donner quelque chose de nous. Pour se faire applaudir, ça fait toujours plaisir. Ça nourrit, on va dire, ce côté sérotoninergique qu'on a besoin, la sérotonine, le fait de l'être. Et en face de ça, c'est aussi un don de soi qu'on fait. Oui, Donc, c'est aimer le public. oui, oui, oui. Mais alors, c'est vrai. Voilà. Moi, je suis quelqu'un. Alors, j'ai énormément besoin d'amour, mais je suis capable d'en donner énormément. Ouais, ben ça, on le sait. Voilà. Pour ceux qui connaissent Josette, on Donc, sait de quoi on parle. donc voilà, je trouve que c'est un échange merveilleux. Et que ce soit dans la chanson ou en conférence, c'est la première chose que je reçois et que les gens me renvoient. J'aime quand les gens me disent vous m'avez donné beaucoup, quand vous parlez de vous, en fait, vous parlez de moi. C'est incroyable ce que vous donnez, c'est incroyable, il y a tellement d'amour, etc., etc. Donc, tu vois, c'est par rapport à ce qu'on disait au départ. On peut avoir été construit, on peut s'être construit avec peut-être l'idée qu'on n'en a pas eu assez, ou on peut nourrir de la colère, ou on peut choisir de peut-être d'imaginer que c'est que notre ressenti et que peut-être la réalité est différente et que peut-être on a reçu plus que ce qu'on s'imagine. Et je OK. crois avoir reçu finalement parce que cet amour qui est en moi, il vient bien de quelque part. On est d'accord. Donc il y a eu de l'amour. Pas forcément celui auquel je me serais attendue. Et d'ailleurs cette chose-là, je l'ai répétée dans ma vie avec les hommes. Je peux dire qu'on m'a jamais aimé comme j'aurais voulu qu'on m'aime, mais en même temps on m'a aimé. OK. Tu OK, vois, OK. Ouais, c'est-à-dire oui. j'entretiens une superbe relation avec mon compagnon depuis plus de 25 ans maintenant, mais c'est pas j'en ai pas rêvé quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors ça peut paraître un peu comme ça, mettre un peu le couvercle, plomber l'affaire, mais c'est une très très belle histoire avec mon compagnon. C'est magnifique. C'est une très très belle histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a nos rêves, on a nos rêves de prince charmant, on a nos illusions, on a et on croit que la vie c'est ça. Mais en fait, quand on abandonne ça et qu'on se dit attends, qu'est-ce qu'elle me donne la vie? Et qu'est-ce que je vais prendre? Et comment je vais et qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben on s'aperçoit que c'est une liberté totale et que on peut vraiment trouver euh, ce qui nous comble sans que ça ressemble à ce dont on a rêvé. Je sais pas si tu comprends Ouais, ce que je ouais, veux je vois dire. bien, je vois bien. Tu sais, si tu avais quelqu'un en face de toi qui vient te voir en te disant, la vie c'est dur, c'est compliqué, c'est pas quelque chose de facile, c'est emmerdant, bref. Tu vois, quelqu'un on va dire, qui est, qui est pas nécessairement positif par rapport à ce qui lui arrive, tu lui réponds quoi? Toi qui as vécu beaucoup de choses. Alors je lui dirais qu'il a raison, que la vie c'est dur parfois, parce que voilà, c'est ce que je disais, hein, il faut se libérer quand même de ces clichés qu'on a dans la tête que la vie ça devrait être ça ou ça ou ça et pourquoi moi, etc. Tout ça on gomme OK? et on se dit moi j'ai ça. Et c'est là où je poserai la question. Ok, bien sûr que c'est dur, mais t'es vivant. Tant que t'es vivant, t'as deux choix. C'est soit tu râles et tu te mets parmi les victimes et tu dis que vraiment t'as pas de chance. Soit et ça c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Soit tu te dis la vie c'est pas que ça. Ça peut pas être que ça. Là c'est une grosse pierre c'est un gros caillou dans la rivière. Il va falloir que je trouve le moyen de le contourner, voire même de l'enlever, de le déplacer, on va dire, pour que l'eau continue de couler. Mhm. Mais la rivière, c'est pas que ce caillou. Les gens focalisent sur le caillou. Les gens focalisent sur le caillou. Est-ce que il y a, bon, quand on parle de développement personnel, là, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a souvent on dit, c'est souvent on dit, c'est la réalité, on le voit sur la route. Si tu regardes quelque chose, c'est là que ton véhicule va aller. C'est le problème sur les autoroutes des véhicules de sécurité qui se font taper dessus alors qu'ils ont des lumières de discothèque dessus. Pourquoi les gens arrivent à taper dedans? Mais c'est parce qu'ils se focalisent Oui, et ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils visent et c'est ce oui, qu'ils oui, atteignent. oui, Donc, ce oui, caillou,
S'il regarde, Oui. Bah, il tu tape sais, dedans. moi j'ai une grande sœur qui dit toujours, je ne crois que ce que je vois. Mais en fait, elle a tort. C'est on voit ce qu'on croit. Oh, c'est beau ça. On voit ce qu'on croit, c'est-à-dire que tu vois le caillou et tu crois que c'est ça la vie. OK. Alors que euh, si je me dis, et je crois que c'est ça qui m'a animée toute ma vie, c'est que je me disais, c'est pas possible, la vie, ça peut pas être que ça. Parce que j'avais une maman quand même qui me disait toujours, enfin la vie c'est ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah oui. Et Oui. c'est là où j'ai construit ma J'ai pas le révolte. choix, c'est comme ça. Voilà, La vie, c'est comme ça. voilà, c'est là où j'ai construit ma révolte. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su que ça pouvait pas être que ça. Et c'est quoi cette... Tu dis, j'ai toujours su. Comment C'est, t'expliques ça? alors, je pense que c'est des cadeaux cachés, c'est des cadeaux de la vie. Justement, avec le travail, justement, tu parlais de développement personnel. Avec le travail, finalement, je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de cadeaux de la vie. OK. Je suis quelqu'un jusqu'à 35 ans qui a pensé qu'elle était oubliée des dieux, que j'avais vraiment aucune chance et que la vie m'avait pas fait de cadeaux. Je mesure 1m40, j'ai pas de cheveux, enfin voilà, je me trouvais moche, petite, j'avais rien qui soit vraiment de ces atouts, on va dire, de séduction, du Par rapport aux féminin, standards qu'on peut par rapport aux voir, standards, voilà. etc., etc. Donc je me sentais vraiment, alors, délaissée totalement. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que la vie m'avait fait. D'abord, j'ai un fils, ça c'était inattendu parce que au départ, ça n'aurait pas dû arriver, hein, voilà. Et il est venu quand même, et il s'est accroché, alors que si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais fait passer parce que je ne voulais pas d'un enfant nain. Et Oui, donc, oui. je n'aurais pas pris le risque. Mais il s'est accroché, il est resté. Et du coup, il est devenu, on va dire, mon guide. Hein. Et ça a été le premier cadeau de ma vie. Et après, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et cette conviction profonde qui m'a toujours habitée. Alors, je suis pas quelqu'un de religieux, je pratique pas, je n'ai pas Croyance d'obédience spécifique, ouais. particulière. Par contre, je suis absolument convaincue d'être une fourmi dans l'univers et que j'appartiens à ce tout et que c'est beaucoup plus fort que moi et que c'est ça qui me guide. Magnifique. Magnifique. C'est un beau moment de philosophie là, que tu es en train de nous offrir. Là. Oui, c'est vrai. C'est un beau moment de philosophie que tu nous offres. Là. Wow, là, Ça m'arrive de Ouais, philosopher. c'est Ouais. bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, pour conclure ces moments qu'on passe ensemble, on va parler un petit peu plus en détail de ton spectacle. Donc, là, tu as des dates dans différents théâtres. Tu présentes. C'est pour qui ce spectacle? C'est Alors, pour qui? De quoi on parle? alors, comme je fais partie de l'association des conférenciers professionnels, j'ai d'abord eu, on va dire, cette ambition de le proposer dans l'entreprise. Oui. Parce que pour moi, dans l'entreprise, alors c'est compliqué, hein, parce qu'après on m'a dit c'est le RSE, c'est les RH, enfin, tu vois, c'est des gens dans l'entreprise, c'est pas l'entreprise comme ça. Donc je crois avoir vraiment cerné ma cible. Et parce que j'ai toujours pensé que dans l'entreprise, c'était d'abord des êtres humains, c'était des hommes et des femmes qui vivaient certainement des choses similaires aux miennes, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles se sentent différentes. Mm-hmm. Hein, on peut être gros, on peut être trop grand, on peut avoir un bouton sur le nez et que ça devienne le drame de ta vie. Hein, voilà, c'est comme ça arrive. Ceux qui regardent le caillou. Et ceux qui regardent le caillou, il y a poil de carotte. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a plein d'histoires dans la. Alors que ce garçon, il est juste roux, quoi. Et c'est La un drame. différence fait aussi la beauté de la vie. Voilà. Donc, si tu veux, je m'adresse à ces hommes et à ces femmes pour leur dire, la différence n'est pas une tare, la différence n'est pas un obstacle, la différence, c'est quelque chose, si tu veux, si on le voit comme une différence, c'est quelque chose qui exclut, qui sépare, qui est source de souffrance, de discrimination, d'humiliation, de moquerie, comme ça a été mon cas. Si on le voit comme 1 + 1 = 3, ça devient une force. Et comme je l'affirme dans la conférence, on est tous différents. Même si on est, entre guillemets, normal, parce qu'on répond, on coche la majorité des cases, on va dire, du normal de notre société, il y a un moment donné, on est
différents dans notre vécu, dans nos émotions, dans notre je suis un garçon mais je suis sensible, je pleure beaucoup, etc. Tu es différent si t'es comme ça. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais si tu veux, tu vas apporter dans une équipe cette sensibilité, tu vas apporter ce regard, etc., etc. Et dernièrement, j'étais à un salon justement à la porte de Versailles, et ils avaient mis des panneaux numériques, tu sais, pour voir le menu, parce qu'ils font plus de papier, donc c'est très bien peut-être pour la planète, on n'en sait rien, ou pour les arbres en tout cas. Sauf que le panneau, il était à 1,80 m. Et donc, j'avais pas accès au menu. Et je suis allée voir quelqu'un au stand, et je lui ai dit, vous voyez, si vous aviez mis quelqu'un comme moi, eh ben vous auriez mis 2 bandeaux, un en bas, un en haut, parce que moi je vous y aurais fait penser. Parce que je ne peux, en fait c'est ça que j'ai appris aussi, c'est que je ne peux pas en vouloir au monde et aux grands de ne pas penser au monde tel que moi je le vois. OK. Ça c'est une grande aussi leçon de la vie, de résilience et d'acceptation. Donc ça fait que je n'ai plus de colère par rapport aux gens. Et c'est pour ça que tu nous partages ça dans ton spectacle. Voilà, j'ai fait la paix avec ma colère et avec les hommes et les femmes, hein, parce que quand je dis les hommes, Bien c'est sûr, l'être humain. L'être humain, parce que en fait, j'ai presque, j'ai de la compassion parce que je vais t'expliquer. Tu sais ce que c'est que le monde vu d'1,40 m? Tu sais quand tu marches dans la rue, de regarder au niveau des poubelles, ton horizon c'est les poubelles, tout est trop haut, chez moi il y a trois escabeaux, enfin tu vois, et de le dire sans me plaindre, c'est que moi j'ai le sentiment de t'apprendre quelque chose, je t'apporte quelque chose, plutôt que de te dire ouais mais toi tu comprends rien, tu sais pas ce que c'est que la vie, c'est compliqué, parce que toi t'es beau, t'es grand, t'es jeune, donc pour toi c'est facile, mais non. C'est juste que tu sais pas, parce que c'est normal. Et moi, je sais pas. Tu vois? Je sais pas ce que c'est que de mesurer 1,80 m. Je sais pas c'est quoi les difficultés. Je vois des fois des très grands dans le métro, ils ont la tête comme ça. Oui. Et on les regarde aussi. Moi, la première. Tu vois? Donc, la vie, ça peut être quelque chose de, quand on s'est débarrassé, de plein de choses. Et merci la vie d'arriver à mon âge avec tout ça. C'est que peut-être qu'à 20 ans, j'étais pas capable, peut-être qu'il y a besoin de temps. Mais pour moi, l'âge maintenant, c'est une source d'enrichissement. Magnifique. Donc, on veut te découvrir. Ton spectacle s'appelle? Comment je suis devenue une géante, et je le reprends en octobre. En octobre 2025. 2025, à la Divine Comédie. La Divine Comédie. Le mardi à 19h30. Donc, si on veut te voir à la Divine Comédie à partir d'octobre 2025, si on veut te contacter, comment on fait pour une entreprise qui veut parler justement de la différence de l'acceptation, de l'inclusion, ces choses-là, parce qu'il y a la partie conférence, mais comme on vient de faire là, il y a aussi des échanges avec la question-réponse. On fait comment pour te rejoindre? Alors, on a un site internet qui s'appelle josettecalifa.com. On a un mail qui s'appelle josettecalifa@gmail.com. Josette, tu es extraordinaire. Merci. Donc, merci beaucoup pour ce temps Vincent, passé avec nous. Donc, les amis, c'est Josette Khalifa que je vous invite à découvrir, redécouvrir. Et pour parler d'acceptation, d'inclusion, de résilience et surtout s'accepter tel qu'on est. S'accepter tel qu'on est. Et d'arrêter de regarder ce caillou au milieu de la rivière. Voilà, d'arrêter le caillou. S'accepter tel qu'on est avec et avec gratitude. Magnifique. Merci beaucoup, Josette. Merci. Merci, Vincent. Les amis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Mètre 40 sous le ciel de Paris, le monde si grand vu d'en bas. Des regards qui blessent, des mots qui méprisent, la naine qu'on montrait du doigt. Mais dans sa poitrine battait une flamme plus grande que tous ces géants. Car elle savait au fond de son âme que la vie lui réservait mieux que ça. Je suis devenue géante, malgré les coups du sort.
je chante, ma voix brise les murs. Que m'importe ma taille, quand mon cœur te touche le ciel. Et dans cette bataille, j'ai trouvé l'essentiel. À 35 ans, tout recommencer, quitter l'habit trop petit. Des rêves qu'enfin elle ose embrasser, une scène qui devient sa vie. Son fils comme guide, sa voix comme arme, pour se relever chaque jour. Et chanter l'espoir au lieu des larmes, transformer la douleur en amour. Je suis devenue géante, malgré les coups du sort. Je chante, ma voix brise les murs. Que m'importe ma taille, quand le cœur touche le ciel. Et dans cette bataille, j'ai trouvé l'essentiel. 72 printemps de courage d'une vie qu'elle a su choisir. Contourner les pierres, traverser l'orage, sans jamais cesser de grandir. Elle donne aux autres ce qu'elle a trouvé, la force de rester debout. Car la différence n'est pas un fossé, mais un pont vers ce qu'on porte en nous. Elle est devenue géante, malgré les coups du sort. Elle chante, sa voix brise les murs que lui apporte sa taille. Quand son cœur touche le ciel, dans sa longue bataille, elle a trouvé l'essentiel. La différence n'est pas une étape, c'est une force qui nous rend